Un conflit s'embrase au Moyen-Orient et forcément, les marchés financiers retiennent leur souffle. Alors, dans les minutes qui viennent, on va décrypter ensemble ce qui se passe, comprendre l'impact économique et surtout, voir comment on peut naviguer dans cette tempête. C'est parti. On est fin février 2026, et là, le Moyen-Orient s'embrase. Ces quelques mois, on dirait le début d'un thriller, mais non, c'est la réalité. Et ça a immédiatement déclenché une onde de choc sur tous les marchés mondiaux. C'est là que notre analyse commence. Bon, rentrons dans le vif du sujet, parce qu'avant de parler de chiffres, de portefeuille, il faut d'abord bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. Qu'est-ce qui a provoqué cette escalade si soudaine? Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur plusieurs fronts en même temps. Ce n'est pas un conflit simple, c'est une véritable réaction en chaîne. On a des frappes directes entre des puissances majeures et en plus l'implication de groupes comme le Hezbollah, qui étirent le conflit bien au-delà de ses frontières initiales. Et c'est vraiment cette expansion qui inquiète tous les observateurs. Et voilà pourquoi un conflit régional devient d'un seul coup un problème mondial. Le détroit d'Ormuz. Il faut imaginer un peu le tableau. Un cinquième de tout le pétrole du monde passe par ce tout petit goulot d'étranglement. La moindre perturbation ici, et c'est tout simplement l'une des artères principales de l'économie mondiale qui est menacée. Pas étonnant que tout le monde retienne son souffle. Évidemment, toute cette tension géopolitique a eu un effet quasi instantané sur les marchés financiers. Alors voyons concrètement comment les chiffres ont bougé. La toute première réaction, la plus immédiate, le prix du pétrole bien sûr. Le Brent a bondi de presque 8% pour dépasser la barre symbolique des 84 $ le baril. C'est exactement ce qu'on appelle la prime de risque géopolitique. En fait, les marchés intègrent en quelques minutes le coût de l'incertitude et la peur d'une pénurie. Et l'effet domino ne s'arrête pas là. Le gaz naturel, dont l'Europe est très dépendante, a littéralement explosé, avec des pics de volatilité de plus de 30%. C'est la preuve que les marchés d'énergie sont totalement interconnectés et que la nervosité peut se propager à une vitesse folle. Cette double incertitude, à la fois énergétique et géopolitique, s'est logiquement propagée au marché des actions. De l'Asie aux États-Unis en passant par l'Europe, tous les grands indices ont accusé le coup. Partout, les écrans étaient dans le rouge. Et ce graphique, c'est un peu le baromètre de l'humeur des investisseurs. Le VIX, qu'on surnomme l'indice de la peur, est monté en flèche. Ça veut dire que la nervosité est à son maximum. L'appétit pour le risque, lui, a complètement disparu. Et chose assez intéressante, même les valeurs refuges habituelles comme l'or n'ont pas réagi comme on aurait pu s'y attendre. C'est le signe d'un marché très complexe qui a un peu perdu tous ses repères. À ce stade, c'est absolument crucial de faire une pause. Dans tout ce bruit, dans ce flot d'informations, il faut absolument séparer ce qui est un fait avéré de ce qui n'est que de la spéculation. C'est vraiment la base de toute bonne stratégie. Allez, faisons le tri. D'un côté, on a les faits. Le conflit est là, il est bien réel. Les flux d'énergie sont perturbés, la tension est palpable. Ça, c'est notre point d'ancrage. De l'autre côté, on a un énorme brouillard d'inconnus. Quelle sera l'issue politique? Où sera le prix du pétrole dans 6 mois? Essayer de deviner ça, c'est de la pure spéculation. C'est comme parier. Une stratégie d'investissement solide, elle, doit se baser sur les faits, et non sur des prédictions. Bon, maintenant, passons à la partie la plus importante. Concrètement, on fait quoi? Comment réagir de manière rationnelle face à une telle situation? Les experts s'accordent en général sur une approche en 4 points, 4 piliers. L'idée, ce n'est pas de tout changer sur un coup de tête, mais plutôt d'ajuster sa stratégie avec méthode et sang-froid. On va regarder chacun de ces piliers. Premier pilier, la défense. Face à autant de volatilité, la priorité, c'est de renforcer les positions les plus sûres, les liquidités, les obligations de très bonne qualité. Il faut aussi s'assurer qu'on a bien des couvertures de risque actives et surtout qu'on a assez de liquidités pour absorber les chocs sans être forcé de vendre dans la panique. Pour le secteur de l'énergie, l'approche doit être beaucoup plus nuancée. C'est vrai, à court terme, la hausse des prix peut créer des opportunités. Mais, comme on le voit bien ici, à moyen terme, le mot d'ordre, c'est la volatilité. Et à long terme, la visibilité est quasi nulle, la prudence est donc vraiment de mise. Ça nous amène au principe clé, qui est sans doute plus pertinent que jamais, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Concrètement, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire son exposition à la région en crise, bien sûr, mais aussi aux secteurs et aux pays qui sont trop dépendants des prix de l'énergie. La diversification, c'est le meilleur amortisseur. Pour terminer, synthétisons les quelques messages vraiment importants à garder à l'esprit alors que la situation continue d'évoluer de jour en jour. Il faut mettre les bons mots sur la situation actuelle. Oui, le marché est instable, il surréagit à chaque titre de presse. Mais attention, ce n'est pas un effondrement structurel comme on a pu le voir en 2008. Les fondations du système financier, elles, tiennent bon. Et c'est une différence fondamentale qui doit guider notre réaction et nous empêcher de céder à la panique. Cette citation, elle résume absolument tout. L'objectif, ce n'est pas de se préparer à une sorte de chaos apocalyptique, c'est de construire un portefeuille qui soit résilient face à l'incertitude. La différence est énorme. On ne réagit pas de manière impulsive à chaque rumeur, on s'adapte calmement à un environnement qui est devenu par nature plus volatile. Prudence et flexibilité sont les maîtres mots. Et on va finir sur cette question de fond.
Et si finalement, cette crise n'était pas une simple anomalie, mais plutôt la nouvelle norme d'un monde devenu structurellement plus instable? La vraie question, c'est de savoir si nos stratégies actuelles sont bien construites pour résister à ces chocs à répétition. Pas seulement aujourd'hui, mais pour le long terme. C'est une question à méditer. Merci d'avoir écouté.